avez assisté à l'ensemble de la soirée. Vous avez vu donc ces deux grandes thématiques. D'abord, la première, très dure, hein, il faut se l'avouer, portée autour de la question de la précarité, de la pauvreté, de la difficulté à allier son cursus universitaire avec un travail. Et la deuxième question, plutôt tournée autour de l'empowerment. Mais où est-ce que sont les espaces dédiés aux jeunes pour s'exprimer, pour prendre la parole et pour se sentir véritablement citoyen? Moi, la question que j'avais du coup à vous poser à tous les cinq, et on va essayer de faire équitablement, vous êtes deux mesdames pour François Fillon, quels sont du coup les enseignements que vous tirez de cette soirée? Qu'est-ce que vous allez apporter et rapporter auprès de vos différents candidats? Mais surtout, qu'est-ce que vous avez envie, vous, de témoigner par rapport à ce que vous venez de voir? Alors, qui veut commencer? Sophia. Ah oui, c'est vrai, pardon. Merci de m'avoir invité. Donc, je suis avec Madame Charbonnier, je présente la candidature de François Fillon. Alors, par rapport à tout ce qui a été dit, c'est vrai que c'est assez inquiétant le sentiment des jeunes par rapport à la vie politique. Je ne suis pas trop d'accord avec ce que disait, la journaliste de Libé, quand elle disait que la jeunesse n'était pas dans les programmes des candidats. J'invite à regarder le programme de François Fillon, où justement il est question de la jeunesse, que ce soit en termes d'éducation, que ce soit en termes d'emploi, avec le paquet qui sera mis sur l'alternance et l'apprentissage, que ce soit en termes de solidarité et de lutte contre la pauvreté. Donc il y a beaucoup de choses, donc j'invite à lire le programme. Et effectivement, c'est vrai que dans le programme de François Hollande, il y avait énormément de choses sur la priorité donnée à la jeunesse et in fine, il n'y a pas eu grand-chose de fait. Beaucoup d'émotions aussi lorsque j'ai écouté les témoignages du service civique, de l'engagement pour le service civique, notamment des témoignages très émouvants de Loïc et de Charlotte. Loïc qui a eu un très bon mot tout à l'heure, qui disait qu'il fallait construire la société ensemble, et je trouve ça assez beau. Donc moi je voulais juste parler du service civique, et qui, donc il faut rendre à César ce qui est à César, hein, puisque le service civique a été fondé par François Fillon en mars 2010. C'est important de le dire, vous qui vous préoccupez un peu de politique, c'est important de dire qui fait quoi et qui s'occupe ou pas de la jeunesse. Donc là, c'est intéressant d'en parler. Donc le service civique a été fondé donc, par François Fillon sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, qui avait pour but, donc, dans un premier temps, d'aider cette jeunesse à s'émanciper en réalisant un idéal, une aspiration, et ça c'est très important. Et donc je me félicite aujourd'hui que ce dispositif soit monté en puissance dont François Fillon veut en faire sa priorité aussi aujourd'hui, parce que contrairement à ce que d'autres candidats proposent, comme par exemple la mise en place d'un service militaire d'un mois qui coûtera 15 milliards d'euros à la nation et entre 2 et 3 milliards d'euros pour le budget de fonctionnement, nous on propose de supprimer les financements qui vont aux contrats aidés et contrats d'avenir, qui n'offrent pas de formation pérenne et durable à la jeunesse, qui certes leur permet d'échapper un tant soit peu au chômage pendant 6 mois, 2 ans, mais qui n'offrent rien in fine en termes de formation. Donc redéployer les financements qui sont consacrés aux contrats d'avenir et aux contrats aidés vers l'alternance et l'apprentissage, et soutenir aussi massivement le service civique en aidant les acteurs de terrain, parce que c'est là où le bas blesse, en aidant les associations pour les aider à accueillir de plus en plus de jeunes qui, on l'a vu à travers les sondages dont vous avez parlé, ont provoqué l'assentiment et l'unanimité de la jeunesse. Donc je terminerai par dire oui, la jeunesse est une priorité de François Fillon. Il a démontré lors de son précédent quinquennat, que ce soit en œuvrant en direction de la jeunesse défavorisée en termes d'éducation, par exemple en permettant l'accès aux bourses au mérite qui ont été supprimées par François Hollande. François Fillon se propose de les rétablir en rétablissant l'égalité des chances, avec notamment la remise en place des internats d'excellence, des cordées de la réussite, et tous ces dispositifs qui font qu'on souhaite aider la jeunesse, ne pas,
pas l'assister, mais lui donner les moyens, lui donner les outils pour que celle-ci se réalise et s'épanouisse pleinement, évidemment en mettant aussi le paquet sur l'emploi, parce que la jeunesse aujourd'hui est victime, et je comprends la déception des jeunes aujourd'hui qui parfois n'arrivent pas, enfin très souvent aujourd'hui, je crois que c'est pour 25% d'entre eux n'arrivent pas à trouver un emploi, ou bien ne sont ni en formation ni à l'école, et ça c'est un véritable échec pour notre société aujourd'hui. Merci beaucoup. Et alors simplement pour revenir à la toute première question, à ce stade de la soirée, et après avoir été confronté donc à différentes jeunesses, quelle proposition ou quelle réaction allez-vous rapporter à votre candidat qui est François Fillon, après avoir vu voilà, tous ces témoignages, vu les vidéos et les interventions des différents jeunes, notamment acteurs de terrain, qu'est-ce que vous avez envie de rapporter, vous, auprès de François Fillon? Je lui dirais qu'il a de quoi se réjouir, parce que son programme correspond en tout point aux attentes. Je suis désolée, je vous invite à aller sur son programme, je ne fais pas du tout de la flagornerie de ma part, je vous invite à aller sur son site Fillon 2017 et vous verrez tout ce qui est proposé. Alors je sais bien qu'on n'a pas la presse avec nous qui nous permettent justement de peut-être, désolée, qui nous permettent de rendre visible. On est en démocratie, donc je vous fais état de son programme. Je sais bien qu'on n'a pas la majorité avec nous, mais voilà, c'est juste pour vous parler de son programme. Donc je vous invite à aller sur son site, à regarder. Vous pouvez ne pas être d'accord, c'est tout à fait normal, mais au moins prendre connaissance uniquement. Si je peux compléter, excusez-moi, je préfère me lever. Je préfère vous parler debout. Vous apportez, j'ai été très touchée par beaucoup de choses que j'ai entendues ce soir et je me suis énormément reconnue dans beaucoup de témoignages. Peut-être vous dire que moi je viens des réseaux de la société civile avec François Fillon, que je fais de la politique que depuis 1 an et demi, même si j'ai travaillé dans des groupes de travail pour construire le programme depuis plus d'années, mais voilà, je suis élue à la région des Hauts-de-France dans l'équipe de Xavier Bertrand. Et chef d'entreprise à la base, et mère de 3 jeunes étudiantes de 19 à 21 ans. Et je pense qu'on est à un stade où on sent bien que la situation de notre pays va mal. On en a eu des témoignages ce soir, parce que quand la jeunesse connaît les difficultés qu'on a connues, c'est que le pays va mal, mais il y a beaucoup d'autres symptômes. Et on est tous à un moment où on se dit comment je vais m'engager pour mon pays. Et c'est ça qui me donne de l'espoir aujourd'hui, malgré tout ce qui va mal. Et moi, personnellement, je me suis engagée en politique pour la jeunesse, pour mes enfants, parce que je veux donner un avenir à notre pays. Et je pense que c'est vraiment tout le sens du programme de François Fillon. S'il y a vraiment un sens à ça, le premier, c'est vraiment la jeunesse. Je pense du fond du cœur, et donc je veux le souligner. J'ai été très sensible aussi au discours de départ de Barack Obama en début d'année. Et il disait, il n'y a pas de démocratie qui peut fonctionner s'il n'y a pas d'opportunité économique pour chacun. Et il enchaînait en disant, notre responsabilité, c'est d'éduquer nos enfants et de créer de bons emplois. Et dans le programme de François Fillon, il y a vraiment les 2 jambes très importantes pour la jeunesse, évidemment, créer de l'emploi et l'éducation. Et c'est vraiment fondamental, et on sent bien tout le désarroi qu'il y a quand on fait des études et que derrière on n'a pas un job. Et dans le programme de François Fillon, il y a tout ce que Nadia Amour vient de souligner. Il y a évidemment, bon, je ne vais pas développer le programme économique pour créer de l'emploi, c'est pas le sujet, mais en tant que chef d'entreprise, je pense qu'il y a vraiment un programme solide, moi qui me donne espoir pour mon pays. Et dans l'éducation, il y a aussi, c'est en réponse au témoignage qu'on a eu cet après-midi, je vais aller vite, mais c'est important de le dire, il y a quand même un choix et une priorité qui est faite pour l'apprentissage. Et je voudrais réagir, parce que tout à l'heure, j'ai entendu la faire très court, on doit aussi écouter les autres réponses. On va le faire, mais c'est important. L'apprentissage, tout à l'heure, quelqu'un a dit, pour les enfants de 15 ans, l'apprentissage, on en reparlera. Je trouve que c'est vraiment un préjugé sur l'apprentissage. D'abord, l'apprentissage, quand même, au passage, ça permet de cofinancer ses études. Aujourd'hui, tous les diplômes sont disponibles en voie scolaire et en voie par apprentissage. C'est pas des dernières phrases, Madame Charbonnier, s'il vous plaît, pour résumer. Oui, mais c'est un sujet important parce qu'il faut vraiment partager. Oui, mais il y a aussi, pardon de me presser, si vous coupez, je ne veux pas finir. Bien sûr. En plus, j'ai trouvé ça très désobligeant pour un certain nombre de professions. Je pense notamment à tous les métiers d'artisanat qui s'apprennent principalement par apprentissage, qui sont des métiers magnifiques qui permettent des parcours de vie.
C'est des métiers qui permettent de se financer. Il faut savoir que le même diplôme passé en voie scolaire ou en voie par apprentissage, il y a 10 points de plus d'insertion dans l'emploi derrière par l'apprentissage. Et aussi pour les personnes qui ont dû abandonner leur étude, souligner le fait qu'on peut faire des études tout au long de sa vie. On peut revenir soit en formation initiale jusqu'à l'âge de 26 ans, mais aussi on peut passer un master en tant que salarié, etc. Il y a énormément de possibilités offertes dans la vie. Il faut vraiment avoir une vision de son parcours individuel tout au long de la vie. Quand on a bien ça en tête, ça permet d'aller plus loin et d'être plus optimiste. Bon, alors j'aurais voulu réagir à plein de sujets, vous n'allez pas bien sûr, mais une demi-heure accordée donc aux 4 représentants des 4 candidats. Merci infiniment, Madame Charbonnier, merci de ta intervention. Je sais très bien. Je voudrais terminer aussi sur une chose. Je vais devoir faire la transition. Madame, vraiment, je suis pressée par le temps. Il y a encore 3 autres personnes à écouter et je ne veux pas gérer autrement. Merci beaucoup, Madame Amour et Madame Charbonnier, pour votre intervention. Pascal Troadec, vous êtes le représentant de Jean-Luc Mélenchon. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu de la soirée? Quelles sont les premières émotions qui vous viennent là à l'issue de cette soirée? Et surtout, qu'est-ce que vous allez rapporter auprès de Jean-Luc Mélenchon? Alors, je suis désolée, messieurs, du coup, je vais devoir vous demander d'être un petit peu plus concis. Oui, bonsoir à toutes et à tous et merci déjà de votre invitation. Ce qu'on a vu, c'est... Moi, ça ne m'a pas inquiété, hein, ce qui s'est passé, en tout cas au niveau de la défiance qu'il peut y avoir par rapport au vote, parce qu'en même temps, il y avait un très grand optimisme sur l'engagement politique. Simplement, on a manifestement une volonté exprimée dans la salle que l'engagement politique, ce ne soit pas que le vote. Ça tombe bien, nous aussi, on pense que l'engagement politique, ça doit être bien au-delà et bien autre chose que simplement le vote, et surtout pas qu'un vote qui déclinerait, ou en tout cas donnerait à un dirigeant le choix de faire à la place du peuple. Nous, on considère que la politique, c'est tous les jours, et sous différentes formes. Il y a des formes qui ont été exprimées, il y a des formes associatives notamment, les engagements citoyens, le service civique. Et ça, c'est quelque chose qu'on rencontre tous les jours dans les quartiers et dans les villes, des formes d'engagement qui, effectivement, se sont éloignées de la simple forme traditionnelle du vote, mais qui expriment beaucoup plus concrètement et beaucoup plus quotidiennement une volonté d'être utile à son devenir, au devenir de sa localité et au devenir de son pays. Donc moi, je n'ai pas d'inquiétude par rapport à ce qui a été dit sur cet engagement-là. Je trouve que le clip de la jeune fille sur la question de la peur était très intéressant, parce qu'effectivement, la première question, la question majeure quand même, c'est quel type de société on veut pour notre pays. Et il y a deux choix de société. Il y a le choix de la peur, le choix du repli sur soi, il y a le choix de l'anxiété et de la précarité. Et puis il y a le choix d'une société qui soit émancipatrice, qui soit ouverte sur soi-même et sur les autres, et qui soit égalitaire, redistributive et fraternelle. C'est en tout cas nous le choix que nous faisons. Je ne crois pas avoir dépassé mon temps de parole là, pour l'instant. Ah, mais je vous remercie. Ah, c'est vous qui finalement avez été coupé. Oui, ça fonctionne. Alors, une dernière petite question avant d'avoir terminé votre temps de parole. Vous avez entendu justement sur la question de l'émancipation les jeunes pour le plaidoyer du service civique, parce que le service civique est une forme d'émancipation finalement. Qu'est-ce que d'abord vous avez à retenir de ça, et qu'est-ce que vous allez apporter auprès de Jean-Luc Mélenchon voilà, après avoir entendu les différents témoignages de nos amis de la plateforme interassociative? Déjà, je voudrais dire à tous les jeunes qui veulent s'engager dans le service civique qu'ils ne soient pas réfrénés dans leur envie par les personnes qui ont peut-être été à sa création il y a quelques années. Heureusement, c'est un beau projet de service civique. Nous, on a une proposition majeure, hein, c'est déjà la rémunération SMIC du service civique, parce qu'on considère que c'est pas normal que l'on donne 6 mois à 1 an de sa vie pour 500 € par mois. Donc voilà, c'est une revendication qu'on exprime de manière très claire et budgétée dans notre projet. Une autre proposition que l'on fait, c'est qu'il soit mis en place un service citoyen,
universel. Et donc c'est pas le service civique, c'est autre chose. Mais le service citoyen, pour nous, c'est la possibilité sur les questions d'intérêt collectif de permettre à ce que chaque jeune ait un rendez-vous avec la nation, mais pas un rendez-vous comme les plus anciens d'entre nous ont connu d'une manière inutile et militariste, mais un rendez-vous au service de l'éducation, au service de l'environnement, au service de la citoyenneté. Donc voilà pour ce qui est du service civique très concrètement. Je voudrais quand même finir parce que je veux bien, c'est très bien d'ailleurs parce qu'on a réparti un petit peu un temps de parole qui a établi une petite forme de rééquilibrage de genre, parce qu'il y avait au moins 2 personnes féminines qui étaient dans cette expression politique. Mais dire quand même une chose par rapport à ce qui va se passer dans ces prochaines semaines, c'est que on considère, nous, d'une manière très forte, qu'il y a un enjeu démocratique. Et que cet enjeu démocratique, c'est de faire que les institutions qui sont aujourd'hui des institutions qui sont sclérosantes, qui sont dépossessistes pour les citoyens de leur capacité d'action, soient modifiées, soient remises en cause, et qu'ils soient substitués à ces institutions, nous on estime que ces institutions de la 7e République, des institutions qui soient participatives et qu'une révolution citoyenne ait lieu dans ce pays, c'est le sort de notre engagement en tout cas. Merci beaucoup Pascal Traguet. Sacha Houlier, je me tourne vers vous, on vient de conclure sur le service civique. Alors, Emmanuel Macron propose un service militaire obligatoire pour toutes les jeunes filles et jeunes hommes de 18 à 21 ans, il me semble. Est-ce que ça va s'opposer justement à un éventuel engagement en service civique? Qu'est-ce que vous avez à répondre à la fois aux jeunes qui ont témoigné là, mais également en lien avec ce que vous défendez pour En Marche? Alors, bonsoir. Je vais répondre à votre question, mais avant je voudrais vous dire quel est le candidat que je soutiens et quelles sont ses propositions. Parce que je ne suis pas seulement son porte-parole ce soir, je suis aussi un témoin de la place qu'il a donnée aux jeunes, puisque les Jeunes avec Macron qu'on a refondé avec plusieurs militants d'En Marche aujourd'hui, c'était avant En Marche et il nous a mis au cœur de la machine qui est la machine présidentielle qu'il dirige aujourd'hui. Et il nous a mis au cœur de ce projet-là en nommant finalement les grandes priorités qui étaient celles des grandes évolutions auxquelles on devait répondre. Donc une révolution qui était le grand risque de la sécurité, celui du terrorisme, celui de finalement le contrôle de nos frontières, le risque qui est celui de la transformation de notre économie et de nos emplois, de la disparition de nombreux emplois et de la formation et des protections qu'on offre, le risque qui est celui environnemental et de la destruction de notre planète et de nos pays si on n'y prend pas garde, et qu'il a posé pour y répondre le triptyque qui est celui du libérer, protéger, réconcilier. Alors, ça, évidemment, la proposition du service national sur laquelle je conclurai s'inscrit dans cette logique-là, mais il y a une logique qui répond à peu près à toutes les problématiques que vous avez décrites. Il y a d'abord le fait de se dire qu'à l'école, aujourd'hui, malheureusement, on n'est pas égaux, et qu'on ne peut pas concourir librement, ce qui doit être finalement notre but, si on n'a pas des mesures d'égalité qui nous mettent sur la même ligne de départ. C'est la division des classes par 2, c'est l'autonomie dans les écoles primaires pour justement valoriser les projets des enseignants, et il y avait des enseignants ici qui ont témoigné de ces projets. Il y a aussi tous les mécanismes de correction des inégalités a posteriori, donc c'est le renforcement de la garantie jeune, qui avait redirigé les jeunes vers les services civiques par ailleurs, puisqu'on portera cet objectif de garantie jeune à 200 000 jeunes. C'est les priorités vers la formation continue et la formation professionnelle dans le cadre de l'assurance chômage qu'on donnera à tout le monde. Et ça répondra aussi à une priorité pour les jeunes lorsqu'il y a un premier échec dans le premier emploi, y compris si c'est un échec qui est un risque que l'on reprend. Donc si on est démissionnaire de son emploi, on aura le droit à l'assurance chômage et à une formation continue en service professionnel, en formation professionnelle. Il y a ce que j'ai entendu également dans les protections qui sont celles de la valorisation de l'apprentissage et le renforcement à hauteur de 100 000 nouvelles ouvertures dans les filières professionnelles, et puis une meilleure orientation à l'école, parce que ça j'ai entendu également le message, c'est un sujet qu'on a abordé et qu'on a décrit en se disant qu'il faut donner de la visibilité sur les débouchés professionnels des filières, et il faut pouvoir l'afficher, il faut qu'il y ait de la connaissance et de la visibilité. Alors je pourrais vous parler de propositions logement et de propositions santé, tous les systèmes de protection, mais je vais vous parler du service national puisqu'on n'a pas toute la soirée. Le service national, il ne s'oppose pas au service civique.
Il ne s'oppose pas au service civique, qui sera réalisé entre 18 et 20 ans, un an. Par contre, on assume qu'il soit obligatoire et qu'il soit fait sur la durée d'1 mois. Pourquoi on fait ça? Au moins pour 4 objectifs. Le premier, c'est pour redonner du sens à la nation qu'on compose. Au fait que, finalement, on a dans notre société des grands risques, je les ai décrits au préalable, qu'on doit affronter de façon commune. Et ce que vous faites dans le service civique. Alors, pardon de vous couper, est-ce que c'est pas déjà un petit peu la mission du service civique que d'assurer. Si vous me laissez terminer, j'ai une ensuite. Ensuite, donc, la définition de grands risques. Ensuite, il y a l'objectif de mixité sociale, auquel il faut aussi répondre, et que, en rendant obligatoire ce service-là, on parvient à la mixité sociale. Il y a finalement aussi des rôles qui sont des rôles sociaux sur l'autorité, la discipline, l'enseignement de pas mal de choses. Et après, un service civique qui est rendu parce qu'il y aura des codes qui pourraient être passés dans le cadre de ce service. Et quand je dis qu'il n'est pas antinomique au service civique, c'est qu'on a dans les modalités des choses à décrire. Et ça sera sur les 6 premiers mois du quinquennat, dans lesquels on pourra justement définir des conditions dans lesquelles le service civique ou le service national sera décompté du service civique ou entrera ou sera finalement en corrélation avec la mesure que vous portez. Merci beaucoup, Sacha Houlier. Et enfin, Benjamin Lucas, donc, qui représente Benoît Hamon ce soir. Alors vous, qu'est-ce que vous avez retenu de cette soirée? Comment vous vous sentez après les différents témoignages que vous avez entendus? Et surtout, qu'est-ce que vous avez envie de porter auprès de Benoît Hamon là, à l'issue de cette soirée? D'abord, je vous remercie pour l'invitation. J'excuse Benoît Hamon qui ne peut pas être là ce soir et qui m'a demandé de le représenter, pas de le remplacer, évidemment. Moi, il y a une phrase qui m'a marqué et qui, à mon avis, décline tout le reste, et comme ça permet de répondre directement aux 2 questions, d'essayer de faire bref pour ne pas me faire engueuler. C'est la phrase de Loïc tout à l'heure qui disait qu'avant de faire un service civique, il avait le sentiment, je m'excuse, c'est pas les